Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ce webinaire SBA consacré à R2S et plus globalement au logement connecté. Alors moi je suis François-Xavier Geland, je suis le vice-président Smart Home de la Smart Building Alliance. L'idée, je pense que c'est déjà de vous présenter le programme. Alors, voici un peu les 4 sujets qu'on va aborder. D'abord, vous donner un petit peu un état des lieux du marché et vous expliquer la démarche qui nous a conduit à ce label. Ensuite, je vous présenterai le socle technique, sur quoi est basé le label et d'un point de vue organisationnel, ce que ça implique. Je passerai un peu de temps évidemment sur les services, puisque ce qui est très nouveau dans ce label, c'est l'importance qu'on a accordée au niveau de services qui sont proposés. Et puis je terminerai par le calendrier, c'est-à-dire les prochaines étapes du référentiel, les prochaines étapes du lancement du label, et puis quelques éléments pour aller plus loin, pour vous permettre de continuer, si ce label vous intéresse, à le mettre en œuvre, à le proposer, ou à vous-même devenir certificateur, pourquoi pas. Et en fin de session, je vous parlerai peut-être des démarches qu'on fait, nous, au niveau de la SBA pour faire connaître tous ces sujets. Et puis, évidemment, on gardera, j'espère, 10 minutes, un quart d'heure à la fin pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, au fil de la présentation, à poser des questions. Alors, évidemment, en 20 minutes, je vais pas être ultra précis ni détaillé. Euh, on vous mettra sur le chat, j'ai David qui va m'aider à vous donner ces éléments-là, un lien notamment vers une conférence sur le salon Rent de fin d'année dernière, qui résume bien et qui détaille bien ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et puis après, je vous mettrai mes coordonnées pour que vous puissiez contacter la SBA ou le certificateur pour aller plus loin. Si vous êtes porteur de projet, hein, je vois qu'il y a des bailleurs, des promoteurs en ligne. L'idée, c'est que vous puissiez évidemment nous contacter pour soit devenir projet pilote, soit devenir un vrai projet R2S. Alors, ça ne vous a pas échappé parce que je pense que vous êtes tous confinés chez vous. Vous touchez du doigt depuis quelques semaines l'intérêt et l'importance d'un logement connecté. Évidemment, ça vous permet ici d'apprendre ou de télétravailler. Ça vous permet, pour certains, d'enseigner, de se divertir. Et puis, probablement la plus grande leçon de cette crise, c'est tout ce que ça pourrait apporter, je parle bien au conditionnel, parce que malheureusement c'est peu le cas, tout ce que ça pourrait apporter en termes de lien social, en termes de maintien à domicile, en termes de, je dirais, d'inclusion de personnes qui sont isolées chez elles, et malheureusement, euh, sur lesquelles on n'a plus forcément beaucoup de nouvelles, parce qu'elles sont déconnectées, ne sont pas connectées au digital, et elles n'ont pas accès à tout ce qui vous permet, vous, de travailler, de vous divertir à longueur de journée. Donc ça, c'est un petit peu la leçon qu'on peut tirer de cette crise. Et puis ça tombe bien, parce que c'est ce qu'on avait, nous, défini dans ce référentiel, c'est d'expliquer pourquoi on trouvait que c'était très important de labelliser les bâtiments. Alors, globalement, ça peut faire un peu peur, hein, mais le constat qu'on fait, c'est que nos logements, globalement, ne sont pas prêts pour les services de demain. Donc ça, c'est le premier constat. Au niveau de la SBA, on tire une certaine sonnette d'alarme. On pense qu'il faut faire très attention à ce qu'on va faire dans les prochains mois. On parle d'un plan de relance, on parle d'investir massivement dans le bâtiment. N'oublions pas le digital dans ces plans de relance. Alors, on fait plus, évidemment, que tirer la sonnette d'alarme. Notre mission, c'est aussi de proposer des solutions. Donc, c'est ce que vous allez voir dans ce webinaire. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est un certain état des lieux. Je pense que c'est important, avant de vous expliquer la suite, d'où on est parti, pourquoi on a monté tout ça. Alors, la première page de cet état des lieux, vous voyez qu'il est en vert, le pouce est levé, c'est tous les indicateurs qui sont au vert. Un,
ça devient désirable. C'est très nouveau, hein, je vois il y a les domoticiens qui sont en ligne. Il y a 10 ans, c'était du gadget, c'était des choses qui étaient un marché de niche, hein. Aujourd'hui, ça devient désirable, ça devient un argument de vente, un argument de différenciation du côté des promoteurs, et ça change tout. Donc ça, c'est le premier constat, et qui va nous amener à une massification. Donc, en interrogeant les promoteurs, on constate que pratiquement tous les promoteurs ont lancé des réflexions sur ces sujets-là. On parle de 100% de logements neufs vendus en 2021 qui seront connectés. Alors évidemment, ça va du vide complet au logement réellement bien connecté. Donc, il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de précautions, mais c'est important. En gros, ils répondent à nos modes de vie et puis à ce qu'on a tous chez nous, c'est-à-dire un certain nombre d'objets connectés. On a plus d'objets connectés chez nous que dans nos bureaux. Et ça simplifie, notamment je pense aux assistants vocaux, ça simplifie le pilotage de nos logements et ça démocratise le logement connecté. Ensuite, il est clair que les compétences s'étoffent. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se sont spécialisées ou qui ont formé leurs équipes au smart building. Donc ça, aussi bien sur les bureaux d'études, les AMO, les intégrateurs, les installateurs, les FMeurs, les gens de la maintenance, ce que nous on va appeler les opérateurs de services. Aujourd'hui, on a en France, et on le voit bien nous au niveau des membres de la Smart Building Alliance, énormément de compétences sur le terrain. Les coûts baissent, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, c'est notamment le sans fil, c'est le fait que les équipements ils sont déjà connectés quand on les achète, et puis c'est aussi une logique de volume, puisqu'il y a de plus en plus de gens connectés, puisqu'il y a de plus en plus de gens demandeurs d'objets connectés, il y a des prix qui baissent. Le point sur la réglementation, alors je vais pas beaucoup parlé de réglementation aujourd'hui, mais c'est quand même important. Il y a une nouvelle réglementation qui va apparaître dans les prochains mois. On souhaite, c'est pas encore le cas, mais on souhaite que ça devienne un plaidoyer pour le smart, pour le digital. Un autre point très important, alors ça c'est lié au plan de relance, mais c'était même avant le plan de relance, des investissements massifs sur la rénovation énergétique des logements. Et je pense qu'on peut parler d'une prise de conscience des collectivités, des politiques, des aménageurs, de l'importance du digital dans leur projet. Ça, c'est la partie positive de l'état des lieux. En rouge, vous voyez maintenant la partie moins positive, pour pas dire négative. C'est d'abord un taux de satisfaction qui est plutôt contrasté, pour pas dire mauvais, hein, quand on interroge les gens qui ont fait l'acquisition ou qui louent un logement connecté, ils sont un peu perdus pour certains, voire défiants, notamment sur les sujets classiques liés à la confidentialité des données, aux GAFAM, à la cybersécurité. Donc ça, c'est des points évidemment qu'il faut prendre en compte jusqu'au bilan carbone. Il y a des gens qui nous disent mais l'impact du numérique, il est contre-productif. Donc à nous de démontrer l'inverse. Globalement, tout ça, c'est lié pour nous à un manque d'accompagnement à toutes les étapes du projet en termes d'accompagnement et d'inclusion, notamment des gens qui ne sont pas geeks, on ne s'adresse pas qu'aux geeks, donc il faut amener quelque chose de beaucoup plus humain dans cette partie technologique. Ensuite, il faut être clair, il y a encore une fragmentation des solutions, même si ça s'améliore, si on compare avec ce qu'était la domotique il y a 10 ans, le logement connecté aujourd'hui est beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus simple à mettre en œuvre, mais il y a encore une fragmentation, il y a une hétérogénéité des solutions. Quand on discute avec des maîtres d'œuvre, on se rend compte que il y a autant de systèmes connectés que de lots. Donc ça, c'est plus possible, ça ne fonctionne pas, et ça aboutit à des utilisateurs très frustrés. Alors, ça pourrait être une bonne nouvelle, les GAFA investissent des milliards sur la R&D, sur le déploiement de leurs solutions, de leurs objets connectés. Le problème, c'est qu'ils veulent évidemment imposer leurs solutions de bout en bout, et ça, ce n'est pas acceptable. Donc, au niveau européen, on a RGPD, on appelle, nous, à un Airbus du bâtiment pour que on puisse défendre nos entreprises, et puis l'accès à nos données, en fait, c'est ça qui va être fondamental. Ensuite, on parle d'inertie, manque d'intérêt, on pourrait presque dire aveuglement de certains acteurs du bâtiment. Globalement, il y a très peu de digital
dans les entreprises du bâtiment. Alors je caricature, hein, il y en a qui sont évidemment très pointus, mais globalement, quand on va parler des plans de rénovation énergétique, quand on discute avec les entités politiques gouvernementales qui gèrent RE 2020, qui gèrent les plans, etc., on constate que le digital n'est pas réellement compris en fait. C'est soit je fais du vert, du green, soit je fais du smart, mais pas les deux. Non, le digital est un atout pour le développement durable, c'est un outil, il ne faut pas le laisser de côté. En gros, la conclusion de ce slide, c'est que on a devant nous potentiellement un énorme gâchis, du même ordre que celui qu'on a connu avec les passoires énergétiques des années 70. Le risque, c'est qu'on construise et qu'on rénove des bâtiments qui vont devenir des logements, qui vont devenir des poubelles technologiques, c'est-à-dire des choses qui vont nécessiter énormément d'investissement pour les remettre à niveau. Comme aujourd'hui, on est obligé de réinvestir des milliards pour régler le problème des passoires énergétiques. Donc voilà un petit peu ce qui nous a guidés dans la création de ce label. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Au niveau de la démarche, pour ceux qui ne connaîtraient pas la SBA, la Smart Building Alliance, c'est une association qui regroupe aujourd'hui, suite à la fusion avec la Fédération de la domotique, plus de 500 membres, avec tout type d'acteurs. Il y a à la fois des collectivités, des aménageurs, des promoteurs, des bailleurs, des syndics, des architectes, des bureaux d'études, des spécialistes de terrain, des formateurs, des gens de la finance, des gens des pôles de compétitivité, des syndicats professionnels. Et puis, vous voyez tout en bas, également des régions. On a maintenant une structure SBA en région avec des gens sur le terrain qui nous aident à réfléchir à ces nouveaux concepts, à ces nouveaux labels. Alors, avant de parler du résidentiel, un tout petit mot sur la démarche R2S. R2S, c'est quelque chose qui a été créé dans le monde du tertiaire et qui a été lancé il y a 2 ans dans le monde du tertiaire. On parle aujourd'hui de plus de 2 millions de mètres carrés de bureaux et de bâtiments commerciaux qui sont en cours de déploiement ou déjà livrés dans la démarche R2S. Et on est en train déjà donc, de lancer le R2S résidentiel et de réfléchir à un R2S aménagement, un R2S lié à HQE, un R2S lié aux écoquartiers notamment. Alors les principes, que ce soit au niveau Smart City, Smart Building ou Smart Home, ça va être toujours les mêmes. Un, c'est déployer un seul et même réseau fédérateur sur IP pour fédérer les datas du bâtiment. On parlera de quatrième fluide. Donc ça, c'est comme on a l'eau, le gaz, l'électricité, on considère qu'on doit le quatrième fluide à tous les logements d'un bâtiment, par exemple. Une indépendance des 3 couches. Donc ça, c'est un peu le modèle qu'on a en informatique. Là, on a que 3 couches, mais c'est de rendre indépendants les différents systèmes pour pouvoir les faire évoluer, pour pas être obligé de tout changer quand on doit faire évoluer une des couches. C'est aussi la mutualisation. Donc là, dans l'équation économique, on me dit souvent, mais ça va coûter très cher de faire du R2S. Pas du tout. On va mutualiser plusieurs infrastructures qui habituellement sont distinctes les unes des autres. On va les faire converger et les mutualiser pour faciliter l'exploitation et surtout pour permettre des nouveaux services. Quatrième point, l'interopérabilité. Donc ça, c'est fondamental. On n'est pas encore à un marché qui est complètement nativement interopérable. Donc, il faut mettre en place des mesures qui permettront à tous les équipements, à tous les objets de ce bâtiment, de dialoguer les uns avec les autres et d'accéder aux données pour permettre là aussi l'émergence de nouveaux services. Le dernier point, c'est la notion de confiance. J'en ai parlé tout à l'heure. Tout ce qui est lié à la cybersécurité, à la protection des données et puis à l'accompagnement. J'y reviendrai. Donc si vous voyez maintenant à droite les bénéfices, là l'idée c'est évidemment d'apporter plus de services. Globalement, on considère que les services qu'il y aura dans 5 ans dans nos logements, on ne les connaît pas encore. Donc ça ne sert à rien d'anticiper, de faire un pari sur l'avenir. Il vaut mieux surinvestir un petit peu sur l'infrastructure et permettre l'émergence de nouveaux services. Donc je ne l'ai pas dit, hein, R2S, ça veut dire Ready to Services, c'est-à-dire un bâtiment prêt au service de demain, parfois qu'on ne connaît pas encore.
C'est évidemment minimiser l'impact écologique, hein, minimiser les consommations, minimiser l'empreinte carbone du bâtiment. C'est faciliter l'évolutivité. On parle de plus en plus de bâtiments mixtes, à la fois avec des bureaux, avec des logements, et puis des espaces partagés, et puis certains logements deviennent des bureaux, certains bureaux deviennent des logements. On sent bien que nos bâtiments vont énormément évoluer une fois qu'ils sont construits. C'est optimiser l'exploitation. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'exploiter un bâtiment tertiaire notamment. C'est pas encore le cas pour le résidentiel, mais plus il y aura d'intelligence dans un bâtiment, plus il faudra optimiser l'exploitation de ces bâtiments. Et le dernier point, c'est probablement le plus important, c'est accroître l'attractivité, la valeur d'un bâtiment. C'est-à-dire à périmètre égal, au même endroit, un logement qui sera bien équipé, qui permettra tous ces services, aura beaucoup plus de valeur qu'un logement pauvre en digital. Donc c'est ça qui doit conduire des décideurs, des maîtres d'ouvrage à prédisposer les bâtiments à ces nouvelles technologies. Donc voilà un peu le cadre. Je vous parlais du R2S tertiaire tout à l'heure, donc ce qu'on voit ici comme bâtiments commerciaux. On a travaillé depuis 1 an et demi sur la base du R2S tertiaire à simplifier. Pourquoi? Parce que dans le tertiaire, on a un DSI, on a des bureaux d'études courant faible très pointus sur la notion de réseau informatique, etc. Ce n'est pas le cas, ou rarement le cas dans le résidentiel. Donc on a simplifié. On est passé de 50 exigences à 30 exigences. On a reformulé aussi beaucoup de choses parce qu'on était dans des dimensions très techniques des exigences. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ambitieux, hein, mais on a reformulé de façon moins technique ces exigences. On l'a adapté, donc ça je vais y revenir tout à l'heure. En gros, R2S tertiaire était bâti sur une infrastructure technologique et après, au preneur ou à l'exploitant de rajouter les services qu'il souhaitait. On a inversé cette équation dans le monde du résidentiel parce qu'un promoteur ou un bailleur, ce qu'il veut, c'est valoriser d'abord le logement et puis en tirer des bénéfices pour l'exploitation ou pour le locataire. Et donc, on a mis en avant cette notion de service. Je vous en reparlerai tout à l'heure. On a sensibilisé aux mesures d'accompagnement. De la même façon, hein, le passage au R2S nécessite une montée en compétence des différents acteurs. Donc, évidemment, on va accompagner cette transition. Et puis, dernier point, au niveau de la mise en œuvre, il y a 2 niveaux. Hein. Il faut comprendre, parce que je parle de référentiel, de cadre de référence R2S depuis tout à l'heure. Il y a le cadre de référence SBA que je vous présente aujourd'hui. Et puis, sur cette base-là, on a, vous voyez le logo du Bureau Veritas, choisi le Bureau Veritas pour en faire un label. Donc, un cadre de référence, c'est gratuit, c'est open source. Un label, c'est quelque chose qui va être payant, mais qui va permettre de valoriser, de certifier que ce bâtiment est R2S et a répondu à toutes les exigences, à tous les prérequis de R2S. Alors, un petit zoom sur le socle technique. Je ne vais pas rentrer, hein, vous inquiétez pas, pour certains, dans la technique. Alors, voilà, le slide est un peu massif parce que je n'ai pas les animations de PowerPoint, mais globalement, si on commence par en bas à gauche, il y a tout un ensemble d'exigences sur la connectivité et les réseaux. Donc, c'est cette existence d'un réseau smart sur IP, c'est le 4e fluide, et c'est la condition pour pouvoir un bâtiment qui va bien évoluer dans les prochaines années. 2e niveau, avoir des équipements et ce qu'on appelle, nous, des interfaces. Vous entendez parler d'API. Une API, c'est une interface qui va permettre de rendre les équipements et les services interopérables les uns avec les autres. Le cadre de confiance, donc là, il y a un certain nombre d'exigences au niveau de la cybersécurité du bâtiment, au niveau de tout ce qui est gestion des données et du cadre RGPD. Donc, c'est déjà définir quelque chose de rassurant pour tout le monde. Et puis, on termine par cette logique de management smart et responsable. Donc là, on va avoir des exigences sur, par exemple, l'accompagnement des maîtres d'ouvrage sur ce sujet-là. On ne veut pas que le maître d'ouvrage se retrouve directement au contact d'un fournisseur de solutions sans
analyser son besoin, sans choisir la solution la plus adaptée à son projet. Donc là, on va parler d'AMO Smart, on va parler de bureaux d'études spécialisés pour accompagner ça jusqu'à des nouveaux métiers, jusqu'à la livraison, voire l'exploitation de ce bâtiment. Donc voilà un peu, je ne vais pas détailler toutes les exigences, hein, vous les aurez au fil du temps quand on va valider toutes ces exigences, mais on permet avec ces exigences de rendre un bâtiment R2S. Je vais juste faire un tout petit zoom technique parce que c'est ce qui est fondamental à comprendre. Ça, c'est jamais le cas sur les opérations qu'on livre aujourd'hui, malheureusement, ou rarement le cas. C'est de distinguer complètement le réseau IP bâtiment et le réseau box de l'occupant. On ne peut pas faire ou baser les services qu'on a dans un logement sur la box de l'occupant. Alors déjà parce qu'au départ, l'occupant il n'a pas forcément de box. Il y a des gens qui n'ont pas d'abonnement Internet ou qui ne souhaitent pas avoir d'abonnement Internet. Avec la 5G, il y aura de plus en plus de gens qui n'auront pas Internet. Donc nous, on veut 100% de logements connectés, y compris des geeks ou des gens qui n'ont pas Internet. Donc déjà, même quelqu'un qui n'a pas Internet doit avoir accès aux services R2S de son logement. Ça n'empêche pas, ou là j'imagine un geek qui a déjà énormément d'objets connectés chez lui, de compléter son installation logement connecté avec ses propres objets. Donc il faut distinguer ce réseau orange que vous avez à droite du réseau bleu à gauche, qui est le réseau bâtiment. Ça, c'est le réseau mutualisé qui va reprendre tous les défauts techniques, tout le contrôle d'accès, tout éventuellement la vidéophonie, la supervision de la chaufferie, du désenfumage, de l'ascenseur, des pompes de relevage, tout ce qui est constitutif, j'ai utilisé le mot GTB, hein, gestion technique du bâtiment pour l'exploitation ou pour le syndic. Bon, ça, c'est le réseau bleu. Il va être connecté à Internet. Donc, il y a bien un moment où le bâtiment, la copropriété, doit avoir un abonnement, un simple abonnement à Internet. Avec ces deux réseaux, on a des bâtiments R2S. Donc là, c'est très simplifié. Et il y a plein de façons de le faire. C'est pas forcément du filaire, mais plus on se rapproche du logement avec ce réseau bleu, plus on aura un bâtiment exploitable et qui vieillira bien. Donc voilà les nouveaux métiers dont je parlais. L'accompagnement se fait soit avec des AMO, soit avec des intégrateurs, et puis après, une fois que c'est livré, avec des opérateurs de services. Donc là, on voit des nouveaux acteurs. On pourrait aussi citer le certificateur R2S. Donc ça va être un métier qui va apparaître. Il est déjà apparu dans le tertiaire, il va apparaître dans le résidentiel. Et puis, on parle aussi, nous, de référent connecté. C'est quelqu'un qui va accompagner l'humain, donc les gens pas forcément à l'aise avec le digital, pour les rassurer, assurer la prise en main et faire en sorte que les gens aient quelqu'un, un humain, qui réponde à leurs questions. Donc ça, c'est le socle. Et je vais passer maintenant au service. Globalement, le socle, vous l'avez compris, il permet d'attribuer des étoiles. Donc là, je vous ai donné un peu l'explication de tout ça. En fonction du nombre d'exigences qui sont atteintes, évidemment que tous les prérequis soient atteints, on va attribuer une étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles à ce bâtiment. En complément de ces étoiles, donc là, il faut bien comprendre que les services sont en complément, c'est pas lié aux étoiles. On pourrait avoir un bâtiment qui est 2 étoiles avec très très peu de services. C'est pas la question. Nous, l'objectif, c'est d'avoir un bâtiment qui est prêt. Et puis à droite, vous avez des familles de services. Et ça, là, on parle d'un catalogue il y a 42 services à l'heure où on parle. Il y en aura peut-être 50 au lancement du label. Mais le maître d'ouvrage, le bailleur, le promoteur, va choisir dans ce catalogue des services les services qui le concernent, ceux qui répondent à une problématique liée à son bâtiment. Donc il y a des familles de services sur l'énergie, sur le confort, le bien-être, sur la sécurité, sur les nouveaux usages du numérique. On a mis à part, et la crise du Covid nous conforte dans cette idée-là, tout ce qui est lié au maintien à domicile, tout ce qui est lié à la e-santé. Et puis les deux derniers domaines, c'est des services partagés,
ce qu'on appelle les services généraux, les services partagés au niveau du bâtiment sur les boîtes aux LED connectées, sur des places de parking partagées, sur pourquoi pas des bornes de recharge, etc. Donc voilà je dirais le périmètre de R2S avec une partie infrastructure socle technique et une partie service que je vais détailler un tout petit peu. Ça, c'est encore en mouvement là. Dans les prochaines semaines, on va affiner encore un petit peu ça. Mais vous retrouvez à gauche les 7 services. Donc les 5 premières sont plutôt orientées logement, les 2 dernières plutôt orientées partie commune, et vous allez retrouver les fonctions classiques du logement connecté. Alors plus ou moins classique, hein, quand vous voyez l'énergie, on va parler de tableau de bord énergétique, on va parler de pilotage, on va parler de gestion à distance, de gestion de l'eau, de gestion des différents fluides, jusqu'à la flexibilité énergétique, du pilotage de la production d'énergie locale. Donc vous voyez bien que là, on s'inscrit plutôt dans les prochaines années. On n'est pas encore prêt la plupart du temps pour faire ça, mais justement, on anticipe les prochaines années. La deuxième famille, c'est du confort. Donc là, vous savez de quoi on parle. Hein, c'est la domotique dans toute sa splendeur, le confort thermique, les ouvrants, l'éclairage, la qualité d'air. C'est classique. Tout ce qui est lié à la sécurité. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à la sécurité. Ça peut être la détection de fuite d'eau, ça peut être de la vidéosurveillance, ça peut être des serrures connectées. Là, on a mis un besoin que les bailleurs ont exprimé sur les extincteurs supervisés, des choses comme ça. Les nouveaux usages du numérique. Donc ça va du carnet numérique jusqu'à des réseaux indoor en Wi-Fi, des réseaux indoor en 4G, voire 5G bientôt. Pourquoi pas des écrans interactifs dans les parties communes, etc. Cinquième sujet, e-santé. Donc là, vous allez retrouver tout ce qui est lié au maintien à domicile, de monitoring, de mesures de paramètres physiologiques, de liens sociaux, de bien vieillir à domicile. Donc ça, c'est une famille de produits et de services extrêmement importants dans notre dispositif. Tout ce qui est services partagés, donc là j'ai mis quelques exemples, hein, borne de recharge, boîte aux LED, boîte à colis connectée, là aussi c'est d'actualité. Tout ce qui va être ressources d'immeubles partagés, donc on peut avoir des espaces, des salles de réunion, on peut avoir des appartements, voire des pièces partagées, des places de parking partagées, on parle des ascenseurs connectés. Et puis le dernier, les services généraux, donc là c'est ce que on appelle habituellement la GTB d'un bâtiment. Donc voilà, je ne vais pas non plus détailler plus avant les différents sujets, mais c'est un catalogue qui est à la disposition des promoteurs et des bailleurs. Une fois qu'ils ont choisi les services qui leur parlaient, eh ben, ça légitime l'infrastructure R2S. Alors pour terminer, des notions de calendrier. Donc on a travaillé sur ce dispositif dès octobre 2018, donc ça fait 1 an et demi. On a d'abord travaillé en petit comité sur un draft. On a impliqué après tous les membres de la SBA. On a ensuite impliqué les associations professionnelles, les syndicats, les fabricants, les opérateurs, etc. à notre démarche pour arriver, vous en souvenez peut-être pour certains, en septembre à Bruxelles, au lancement du référentiel officiel dans la démarche. Et on a lancé en septembre les projets pilotes. Donc depuis bientôt 6-7 mois, on travaille sur une dizaine de projets pilotes. Il y a des projets neufs, il y a des projets de promoteurs, il y a des projets de bailleurs, il y a des projets de rénovation. Il y a même un projet avec un syndic de copropriété qui va s'intéresser à l'exploitation de ce projet pilote. Ça va nous permettre, avec des contributeurs externes, d'affiner notre référentiel et puis de permettre à Bureau Veritas, donc le certificateur que l'on a choisi, de travailler sur le label. Donc là, on en est à cette phase-là. On a tout le retour d'expérience des projets pilotes, on consolide ce retour d'expérience pour arriver à une version finale au mois de juin, la faire valider au niveau du Bureau Veritas de la commission R2S résidentielle de la SBA et du conseil d'administration de la SBA pour pouvoir lancer ce label R2S résidentiel en septembre. Donc voilà un peu le timing qu'on s'est fixé. C'est ambitieux, mais on est dans les clous. Pour aller plus loin, donc je vous ai mis, et David, j'espère, dans le chat, va vous mettre des liens vers le MOOC. Donc un MOOC, c'est un cours en ligne qu'on a créé il y a
plus d'1 an et demi, ou presque 2 ans maintenant, avec le CNAM, qui a été en ligne. Il y a 10 000 personnes qui ont suivi ce cours sur plusieurs semaines. Et on a demandé au CNAM, dans cette période de confinement, de le remettre en ligne. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez le consommer sans modération. Ensuite, pour les gens qui seraient intégrateurs aujourd'hui, de se renseigner auprès de l'AFNOR sur un dispositif qui s'appelle Prestataire Smart Home de confiance et qui va nous permettre de garantir que les intervenants soient des gens bien formés, qui connaissent R2S et qui sont capables d'accompagner tous les acteurs vers R2S. On a aussi pas mal de partenaires au niveau de la SBA qui proposent des sessions de formation Smart Building. Alors, je pense à Formapélec, à la FNOR Compétences, au Moniteur, etc. Inscrivez-vous, ça va de une journée, même des demi-journées, puisque en ligne, on fait des choses d'une demi-journée maintenant, jusqu'à des formations de 7 jours. Et puis, le dernier point, vous voyez le mot SBA Academy. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a lancé très très récemment. Pour tout vous dire, on l'a validé en réunion de bureau hier soir. C'est une entité de la SBA qui va travailler sur de la sensibilisation. Donc ça sera des sessions d'une demi-journée, d'une journée, des webinars, pourquoi pas des séances de coaching pour monter en compétence tous les acteurs et puis pour préparer le fait de former tous ces gens-là. Donc, en collaboration avec tous les partenaires qui sont des formateurs, des centres de formation continue, voire on a des universités, des écoles qui sont partenaires de l'ASBA, c'est d'abord à l'ASBA Academy sensibiliser, et puis en fonction du profil, proposer, inciter ces entreprises à aller se faire former. Au niveau des événements, donc là, je vais passer rapidement. Il y a un webinar Webikeo dans quelques semaines en juin sur le dispositif BIM for Value. Donc là, on est sur le BIM. On aura une commission A2S résidentielle. Donc là, je parle à tous les gens qui font partie de cette commission, voire à des nouveaux membres qui souhaiteraient en faire partie. On terminera cette commission résidentielle en juin. Elle va continuer après, puisqu'on fera évoluer ce référentiel. On a un événement le 2 juillet au niveau Smart Home. On a un webinar qui sera proposé là, par le Bureau Veritas. Donc là, moi j'ai parlé du cadre de référence. Le Bureau Veritas, j'espère en juillet a priori, vous organisera un webinar sur le label. Donc sur les exigences, sur les prérequis, sur les services, et puis sur la démarche de labellisation des bâtiments. Et puis je vous donne rendez-vous 2-3 septembre. Alors je ne vous dis pas à Paris parce que il se peut que ces universités d'été cette année soient en ligne, mais on a maintenu cet événement et on vous proposera là aussi énormément d'événements en ligne pour vous parler de tous les travaux et toutes les ambitions de l'ASBA. Donc vous avez les emails sur lesquels vous pouvez nous solliciter à travers l'ASBA ou le Bureau Veritas. Je vous ai déjà mis là le lien vers Philippe Durand, qui est notre correspondant au Bureau Veritas. Si vous êtes maître d'ouvrage et que vous souhaitez devenir projet pilote, donc ça ne sera pas sur cette phase de projet pilote, mais sur les prochains mois, vous pouvez aussi proposer des projets pilotes. C'est ça qui va alimenter notre référentiel. Donc en conclusion, globalement, je pense que ce référentiel est fondamental. On tire la sonnette d'alarme et on propose des solutions. Globalement, il est fondamental de mener cette transition environnementale en complément de cette transition numérique. On doit s'appuyer sur d'abord l'environnement, sur l'énergie, sur l'empreinte carbone. Ça va légitimer R2S. Et puis, on va, avec ça, tirer le numérique à tous les niveaux du bâtiment de logement, dans tous les logements. Et avec ça, on va voir émerger, à coût marginal, puisque l'investissement aura été fait pour l'énergie, on verra émerger des nouveaux services. Donc voilà un peu le cadre de R2S. C'est ambitieux. On l'a fait avec le tertiaire. Il y a plus de 2 millions de mètres carrés de bureaux qui sont engagés. J'espère pouvoir, dans un an, vous annoncer qu'il y a plus de 1000, 2000, 10 000 logements qui sont engagés en R2S. Ça dépend de vous, ça dépend de tous les acteurs. Il faut y aller
Et il faut profiter de ce plan de relance pour convaincre les différents acteurs de la nécessité de faire cohabiter la rénovation environnementale avec notamment la dimension numérique. Alors, je vais prendre quelques questions, il me reste quelques minutes. Donc là, une question qui est importante, c'est vrai que je n'ai pas répondu, c'est on parle beaucoup de logement, et dans cette première version de référentiel, on parle plutôt de logement collectif. Alors ça peut être du logement collectif vertical, voire horizontal. On travaille avec des constructeurs de maisons individuelles sur des lotissements, sur des choses qui sont plutôt horizontales, sur des résidences. Mais clairement, on répond d'abord au volume, c'est-à-dire à toutes ces ambitions de promoteurs et de bailleurs qui vont construire et rénover des bâtiments. On va d'abord répondre à ces logements de masse, mais il y a énormément de choses dans le cadre de référence. Donc là, dans la partie un peu open source de la SBA, rien n'empêche un architecte, rien n'empêche un bureau d'études qui travaille sur du diffus, sur une villa, sur un chalet, sur une rénovation d'un appartement, d'intégrer les exigences et les prérequis qu'il trouvera dans le cadre de référence à son projet. Donc là, on ne parlera pas de label, hein, mais on parlera de référentiel. Donc, la démarche qu'on a, c'est avant tout le logement connectif, que ce soit en vertical ou en horizontal, et puis de permettre à tous les acteurs de s'en inspirer pour le résidentiel diffus. Alors, j'ai une question sur la façon dont les promoteurs considèrent le logement connecté. Donc là, il y a plein de façons de répondre à ça. Globalement, je ne dis pas que c'est assez déceptif parce qu'il y a des promoteurs qui ont énormément investi, qui ont fait des logements connectés de grande qualité, mais il est vrai qu'on voit beaucoup de logements connectés qu'on appelle connectés tout simplement parce qu'ils ont la fibre optique et le très haut débit. Non, un logement connecté, c'est du très haut débit quand on peut, mais c'est surtout un certain nombre de services que je ne vais pas redétailler, mais dans les 7 familles qu'on a vues tout à l'heure. Donc, si je reprends l'exemple de la fibre optique, dans le neuf, ça va être fondamental. On va récupérer ce très haut débit pour l'infrastructure IP du bâtiment, mais on va aller beaucoup plus loin que le FTTH et la simple box très haut débit dans le logement. On va proposer un certain nombre de services. Alors pour terminer, alors j'ai pas vu toutes les questions, mais je vais pas pouvoir les traiter toutes. L'idée, c'est que on puisse vous accompagner. Là, je vois une question sur l'impact économique, donc j'en ai un tout petit peu parlé. On légitime le surcoût, alors nous on l'estime, on va affiner ça, mais c'est entre 200 et 300 euros par logement, mais on légitime ce surcoût par tous les services que ça va amener et toutes les économies qu'on va faire en phase chantier, et en phase conception d'ailleurs, hein, sur le fait de mutualiser, de ne pas être obligé de déployer autant de colonnes montantes que de l'eau. Et puis, on va valoriser le prix au mètre carré, on va valoriser la valeur de ce bâtiment grâce à ce R2S. Peut-être qu'une dernière question, les promoteurs qui ont déjà intégré la partie smart dans leur logement. Donc là, le retour d'expérience, on est en train de le construire, hein. On a notamment 2 bâtiments R2S entre guillemets, puisqu'ils ne sont pas encore validés R2S résidentiels, mais on a 2 bâtiments qui ont été livrés, sur lesquels on est en train de faire du reverse engineering pour vérifier que ces 2 bâtiments étaient bien au niveau d'un R2S résidentiel, ou ce qui manquait pour être un R2S résidentiel, et ce qui est dans les clous, ce qui n'est pas dans les clous. Et ça, on le partagera. On a une volonté au niveau de tous ces retours d'expérience de les partager pour illustrer tout ce que je viens de vous dire. Je suis conscient que quand on parle de cadre de référence, quand on parle de socle technique, quand on parle de socle d'organisation, de famille de services, ça peut paraître un peu abstrait. Dans les prochaines semaines, on va commencer à fournir des fiches, des projets pilotes, en mettant ce qui est dans les clous et ce qui n'est pas dans les clous, et on le partagera avec le plus grand nombre. Donc, je vais garder toutes les demandes qui sont dans le chat. Je vais essayer d'y répondre par mail. N'hésitez pas à me faire un petit mail. Vous avez mon adresse sous les yeux. Éventuellement aussi de contacter le Bureau Veritas. Je vous souhaite un bon appétit et puis une bonne fin de confinement. Et j'espère à très bientôt. Au revoir à tous.